Bonsoir, le journal de TV78 pour un condensé d'actualité locale. Bienvenue dans cette édition du mercredi 25 novembre. Voici les titres. C'est l'une des annonces phares d'Emmanuel Macron dans son allocution d'hier. Les commerces non essentiels pourront rouvrir et ce malgré la poursuite du confinement. Quelle réaction auprès des acteurs locaux? Reportage à Montigny-le-Bretonneux. 25 novembre, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À cette occasion, présentation d'une initiative de la police nationale des Yvelines, un QR code pour que les victimes obtiennent des informations utiles. Et puis inviter Hélène de Poncet, vice-présidente de l'Union nationale des familles de féminicides. Enfin, avec le confinement, c'est le monde étudiant qui est impacté. Les restaurants et résidences universitaires continuent malgré tout leur activité. Rencontre également avec un jeune Colombien venu étudier à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines qui vit forcément une période particulière. L'allocution était très attendue. Emmanuel Macron s'est exprimé hier pendant environ 30 minutes. Le président de la République a précisé les prochaines étapes du confinement qui sera levé progressivement. 3 étapes à retenir. La première dès ce samedi avec la réouverture des commerces dits non essentiels qui se fera cependant avec un protocole renforcé. Autorisation des offices religieux qui pourront se faire avec une jauge maximale de 30 personnes présentes dans les édifices. Et puis pour vos promenades et footings, dès samedi, vous aurez la possibilité de les faire pendant 3 heures et dans un rayon de 20 km autour de votre domicile. L'attestation de déplacement reste cependant obligatoire. Étape 2 à partir du 15 décembre, si les contaminations au Covid-19 repassent sous la barre des 5000 par jour, le confinement sera levé, remplacé par un couvre-feu qui se fera donc avec une étendue de 21h à 7h du matin. Seules exceptions les soirs des 24 et 31 décembre où la circulation pourra se faire librement pour les fêtes de fin d'année. Et si la situation sanitaire le permet, les cinémas, théâtres et musées pourront également rouvrir avec un protocole strict. Un système d'horodatage pourra permettre des représentations en fin de journée, a précisé le président de la République. Et dernière étape, si tous les objectifs épidémiques sont remplis, enfin, les restaurants et les salles de sport pourront de nouveau lever le rideau, tout comme les lycées en 100% présentiel, ainsi que les universités 2 semaines plus tard. Emmanuel Macron a par ailleurs dit qu'une campagne de vaccination pourrait d'ores et déjà débuter fin décembre, voire début janvier. Toutes ces annonces seront détaillées demain jeudi par un point fait par le Premier ministre Jean Castex et par le gouvernement. Vous l'entendiez, les commerces dits non essentiels vont pouvoir ouvrir dès samedi et ce après un mois de fermeture. Une délivrance pour les principaux intéressés. Les réactions dans ce reportage à Montigny-le-Bretonneux de Célia Gatsongo. Les portes sont encore closes, mais dans cette boutique de l'espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux, les vendeuses se préparent à la réouverture de leur magasin. On a été très contents de l'annonce du président parce qu'on avait vraiment très envie d'ouvrir le magasin. On a reçu toute la marchandise, toute la nouvelle collection, toutes les idées cadeaux Noël. On a préparé la vitrine, nos mannequins sont habillés, donc on a très hâte. Mais la réouverture des boutiques ne va pas sans un protocole sanitaire très strict. Le président de la République, dans son allocution télévisée, a décrété la règle des 8 mètres carrés par personne contre 4 avant le reconfinement. On est limité à 30 clients maximum dans l'enceinte du magasin. Donc on fera bien attention, vu qu'on a toujours quelqu'un à l'accueil du magasin, on fera bien attention pour filtrer le maximum de clients pour éviter d'avoir trop de monde. Car la période de Noël est la plus importante pour les commerçants. Dans la librairie Le Pavé du Canal, le mois de novembre et décembre représentent 25% du chiffre d'affaires de l'année. Tous les samedis, on les compte forcément, donc même juste un week-end avant, un samedi, c'est pas neutre non plus sur notre chiffre d'affaires, donc oui, c'est une très très bonne chose que ça ouvre dès le 28 novembre. 50 personnes maximum pourront rentrer dans la librairie en même temps, ce qui équivaut à 12 mètres carrés par client. On va compter les personnes qui vont rentrer. Et on va donc compter aussi les personnes qui vont sortir. On va se protéger nous aussi avec des périmètres de sécurité, enfin des périmètres sanitaires autour de nos accueils. Et tout ce qui est point de caisse aussi, il va falloir qu'on fasse des files d'attente qui soient conformes aux contraintes. Mais les clients seront-ils au rendez-vous? Le responsable de la librairie y croit. Je pense qu'il va y avoir du monde, oui, parce qu'il y a une forte attente aussi de la part des clients, des lecteurs, et puis les cadeaux de Noël vont commencer à se préparer maintenant. Donc oui, je pense qu'il va y avoir un peu de monde samedi. Ouais. Les 19 salariés seront en tout cas sur le pont dès samedi 28 novembre matin. Tous les commerces devront fermer leurs portes à 21h. Les cinémas, théâtres et musées pourront rouvrir le 15 décembre. Les restaurants et les salles de sport le 20 janvier, si la situation sanitaire le permet.
Dans son discours, Emmanuel Macron a fixé aussi un objectif, mieux isoler les cas positifs avec des tests qui seront toujours au cœur de la stratégie de déconfinement. Tests PCR dont les résultats devront être connus maximum en 24 heures, a fixé comme objectif le président. Et puis aussi les tests antigéniques qui livrent leur verdict en 30 minutes. Après une première opération en septembre à destination des entreprises, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines renouvelle ses journées de dépistage pour cette fois-ci tous les habitants. Ce sera les 1er et 2 décembre au Vélodrome national situé à Montigny-le-Bretonneux. 2000 tests antigéniques qui seront réalisés gratuitement. L'accès se fait sur rendez-vous auprès de l'application Doctolib. Chaque année en France, environ 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales. 146 sont mortes l'an passé sous les coups de leur compagnon ou ex-conjoint. Ce 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, dans le contexte particulier du confinement qui a fait exploser le phénomène. Afin de l'endiguer, la police nationale des Yvelines est à l'origine d'une initiative qui vient d'être lancée, celle d'un QR code que les victimes peuvent scanner pour obtenir des informations utiles. Explication dans cette interview menée par Éléonore Sinoki avec la major Fabienne Boulard. C'est une petite carte qui se présente comme ça, où il y a juste un QR code qui est imprimé dessus, de manière à ce que les policiers qui interviennent au domicile des victimes ou d'éventuelles victimes puissent donner discrètement surtout cette petite carte pour que la victime, lorsque les policiers quittent le domicile, soit avec l'individu, si l'auteur des faits, s'il y a eu interpellation, soit s'il est parti, soit peu importe, pour que la victime donc puisse avoir toutes les coordonnées nécessaires à son accompagnement, son aide et son accompagnement. On forme nos collègues à l'accueil et puis à la prise en charge, dont notamment on leur explique ce qu'est l'emprise mentale, le stress post-traumatique, pourquoi une victime n'est pas forcément comme on pourrait l'imaginer. Mais il manquait un petit maillon dans la chaîne, c'est-à-dire que quand les policiers interviennent au domicile, je veux dire parce que j'en fais partie, on est souvent les seuls à pouvoir entrer au domicile quand la femme est recluse ou est entre guillemets séquestrée, ou pas entre guillemets d'ailleurs, par son conjoint, et on est les seuls à avoir ce contact-là avec la victime. Dans un premier temps, on a mis les appels en cas d'urgence, le 17, le fait d'aller déposer plainte, le fait qu'il y ait une plateforme à disposition des victimes. Et ensuite, on a mis des contacts plus locaux, propres aux Yvelines, avec 5 associations des Yvelines qui sont clairement nommées, clairement ciblées et qui peuvent être contactées par les victimes. Ça peut permettre de libérer la parole. Donc si c'est une voisine par exemple qui dénonce, ça peut nous permettre d'ouvrir une enquête. Alors évidemment l'enquête n'est pas d'initiative des policiers, il faut qu'elle soit comment on pourrait dire dictée par la justice entre guillemets, mais ça peut permettre de prendre des contacts et puis d'aller au contact de la victime qui osera peut-être pas faire le premier pas. Vous savez, si on arrive à toucher une ou deux victimes et qu'on la sauve entre guillemets, on aura déjà fait notre travail. Et pour continuer à parler de ce sujet, Hélène de Poncette avec moi en plateau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice et la vice-présidente d'une association, l'Union nationale des familles de féminicides. On va parler dans un instant de cette association fondée en 2019 qui soutient les familles et qui fait aussi de la prévention, de la sensibilisation. Déjà, cette journée du 25 novembre intervient aussi, je le disais dans les titres, dans un contexte particulier, celui du confinement qui peut être chaotique pour les femmes victimes de violences conjugales. Depuis mars dernier, ce chiffre, le signalement des violences conjugales ont augmenté de 42%. C'est un chiffre du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que c'est une période, cette période du confinement, qui vous inquiète particulièrement ? C'est une période qui nous inquiète pour les violences, parce qu'on a vu les chiffres des féminicides baisser, mais on a vu les chiffres des violences déclarées augmenter. En fait, quand vous êtes confiné avec votre bourreau, vous n'avez juste aucun échappatoire. Vous ne pouvez pas aller au bureau, vous ne pouvez pas aller à l'école, donc vous êtes vraiment exposé à beaucoup de violences. En revanche, les chiffres des féminicides, eux, on les a vus diminuer et il ne faut pas s'en féliciter trop vite parce que le fait que les femmes ne partent plus, c'est un facteur déclenchant qui n'a plus lieu. Elles ne peuvent pas partir, donc on ne les tue pas.
Le 25 novembre, on est aussi un an tout juste après la fin du Grenelle sur les violences conjugales qui avait été lancé par le gouvernement. On se souvient des mesures phares qui en avaient découlé, les dépôts de plainte notamment à l'hôpital qui sont possibles, la mise en place de procureurs référents sur la question, les bracelets électroniques aussi anti-rapprochement. Le gouvernement faisait d'ailleurs aujourd'hui le bilan des mesures lancées, a indiqué le gouvernement que 28 mesures sur les 46 qui avaient découlé de ce Grenelle ont déjà été déployées. Pour autant, plusieurs associations féministes se mobilisaient aujourd'hui pour demander plus de moyens, un budget notamment d'1 milliard d'euros pour lutter contre les violences conjugales. Est-ce que les choses progressent ou est-ce qu'il faut aller plus loin, d'après vous, pour le gouvernement ? Oui. C'est-à-dire que les choses progressent et que 2019, c'est une année qui a vu effectivement le terme féminicide et le terme violence conjugale à la une de tous les journaux pendant toute la durée de l'année, que des bonnes mesures ont été annoncées, que quelques-unes d'entre elles ont commencé à être appliquées, mais qu'elles ne vont pas assez loin et qu'il faut aller un peu plus vite pour les déployer. 2019, c'est donc l'année du Grenelle des violences conjugales. C'est aussi une année tristement record pour les féminicides. Il y a eu 146 féminicides qui ont été perpétrés en France. C'est l'année où a été fondée justement votre association, l'Union nationale des familles de féminicides. Hélène de Poncet, vous avez perdu votre sœur, Marie-Alice, l'an passé, qui a été assassinée par son ex-conjoint. C'est ce drame qui vous a poussé à vous joindre avec d'autres fondatrices justement pour fonder cette association ? Absolument. Ma sœur a été assassinée par en réalité son conjoint qu'elle quittait. Et on se retrouve, quand une chose comme ça vous arrive dans votre famille, totalement isolé et complètement démuni, dans un désarroi total. Et le seul salut, ça a été de rencontrer d'autres familles qui avaient vécu la même chose et qui, en partageant, en échangeant, m'ont permis de retrouver la force et l'envie d'avancer, de me battre pour faire en sorte que cette mort affreuse puisse sauver d'autres vies. C'est ce que vous disiez chez nos confrères de 7/8 Actu dans un article. Vous parliez justement de ces familles qui ont vécu les féminicides et le fait qu'elles se retrouvent totalement seules, livrées à elles-mêmes. Il y a des procédures judiciaires, il y a l'aspect psychologique. Oui. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'accompagnement. Ça fait partie des choses qui ont été oubliées par le Grenelle. C'est-à-dire que les familles de victimes, aujourd'hui, ne se voient offrir aucun accompagnement, support psychologique après un meurtre intrafamilial. C'est un choc post-traumatique énorme qu'il est impossible de surmonter sans se faire accompagner. Pour le choix de leur avocat, elles ne sont pas guidées, elles ne savent pas qu'elles ont droit à l'aide juridictionnelle sans condition de ressources. Elles se retrouvent à être défendues par des avocats qui ne connaissent pas nécessairement les violences conjugales. Et tout simplement, d'un point de vue social et financier, souvent elles se retrouvent dans la plus grande solitude pour effectuer leurs démarches. Et il y a aussi un problème pour vous, c'est la prise en charge des enfants. Vous la jugez chaotique aujourd'hui ? Absolument chaotique, parce que les enfants aujourd'hui qui se retrouvent orphelins de mère et parfois aussi de père, ils sont placés sans aucun recul sur les situations. Donc dans le département de la Seine-Saint-Denis, où ils ont mis en place un protocole féminicide, les enfants sont mis dans un cadre préservé qui permet à tout le monde de réfléchir calmement, à la fois les familles, les psys, les différentes juridictions, pour savoir ce qui est le mieux pour l'enfant. L'enfant qui se retrouve dans la famille des parents, du parent meurtrier, pour lui, c'est un enfant qui risque d'être exposé à une minimisation de la gravité de l'acte commis par le père. Et ça, c'est extrêmement toxique et c'est des choses qui s'ancrent très profondément dans leur psychisme et qui peuvent faire d'eux soit de futures victimes, soit de futurs violents. Et on veut absolument éviter ça, on veut absolument préserver les enfants de ce choc. Donc il y a un accompagnement. Est-ce qu'il y a aussi un rôle justement de sensibilisation, notamment peut-être auprès des pouvoirs publics, sur les choses qui manquent aujourd'hui ? Oui, alors notre axe de travail d'accompagnement des familles est complété par un axe de travail prévention. Et dans cet axe de prévention, on travaille sur deux choses. À la fois la sensibilisation des médias, pour faire en sorte que, comme vous ce soir, vous relayez notre parole, et aussi un rôle de plaidoyer auprès du gouvernement, auprès des institutions publiques, de façon à ce que les remontées que nous avons des familles puissent être prises en compte, que la loi puisse évoluer, que de nouvelles mesures puissent être prises et que ces familles se retrouvent enfin soutenues.
Une dernière question, on l'a dit, ça fait un an que votre association existe. L'idée en 2021, c'est d'avoir un maillage un peu plus territorial, être plus présent au travers des régions de France ? Oui, alors c'est déjà commencé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a commencé à nouer des partenariats avec des associations qui sont présentes sur la plupart des territoires de France. Ce que nous cherchons à faire, c'est obtenir des subventions et effectuer des levées de fonds de façon à ce que nous puissions nous appuyer sur des professionnels rémunérés. On travaille beaucoup avec l'aide de bénévoles très généreux de leur temps, mais on a besoin de pouvoir travailler avec des professionnels que nous rémunérons pour pouvoir assurer, prendre le relais de ce que nous faisons déjà auprès des familles, nous épauler et épauler ces familles. Et toutes les informations sur votre association sur le site qui s'affiche actuellement en bas de l'écran. Merci Hélène de Poncet d'être passée en plateau, vice-présidente de l'Union nationale des familles de féminicide. Je précise d'ailleurs que votre association est intervenue dans l'émission Ils font bouger les lignes qui a été diffusée hier mardi sur France 5, une émission qui est disponible bien sûr en replay. Dans l'actualité également, il a été reconduit à la tête de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Alain Buy a été réélu hier mardi lors du conseil d'administration de l'UVSQ. Son mandat débutera le 1er décembre pour 4 ans. Il s'agira du deuxième pour lui qui avait succédé à Didier Guillemot, démissionnaire en 2017 pour raison de santé. Un second mandat pour emmener la communauté vers l'avenir, construire et parachever la nouvelle université Paris-Saclay 2025, a commenté Alain Buy après son élection. À l'université, justement, le Crous, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, a dû s'adapter avec ce deuxième confinement. Des aides pour les locataires des résidences étudiantes ou encore la vente à emporter pour les restaurants universitaires ont été remises en place. Les précisions dans ce sujet de Bichente Maria Santisteban et de Patrick Jacques de Dixmude. Avec environ 200 000 étudiants sur son territoire, l'Académie de Versailles est l'une des plus importantes de France. Son Crous a dû s'adapter une nouvelle fois face au deuxième confinement pour subvenir aux besoins des étudiants. Le restaurant du Crous de Guyancourt est resté ouvert en vente à emporter avec des repas à 1 € pour les boursiers. Je trouve ça très intéressant, ça m'arrange moi quand même beaucoup puisque moi j'habite très loin. Donc le fait de préparer chez moi et de venir, parce que moi je travaille à la BU parce que chez moi il n'y a pas de connexion. On a juste remis en route en fait ce qu'on avait déjà mis en place, donc c'est vrai que ça a été plus simple et plus rapide puisque quand le reconfinement a été annoncé le jeudi, dès le lundi nous étions en capacité de remettre en route cette vente à emporter. Une adaptation rapide mais nécessaire. Contrairement au premier confinement, l'année universitaire est encore longue. Les étudiants étrangers ou de province ne sont donc pas rentrés chez eux. Nous avons beaucoup plus d'étudiants qui viennent se restaurer lors de ce reconfinement par rapport au premier. Nous faisons à peu près 50 repas par jour. Les étudiants se présentent entre 11h30 et 13h30 et ils peuvent bénéficier de repas se composant donc d'un sachet qui contient une entrée, un plat chaud à consommer immédiatement et un dessert. Outre les restaurants, les résidences étudiantes sont encore occupées. Un suivi régulier est effectué par les agents d'accueil pour déceler les jeunes en difficulté et mettre en place des aides financières ou psychologiques. Rester tout seul dans un studio 20 mètres carrés, c'est quand même pas forcément facile tout le temps. En fait, ils ont un numéro qu'ils peuvent appeler, prendre rendez-vous et il y a des créneaux qui leur sont attribués pour pouvoir échanger avec un psychologue sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Les animations culturelles en vidéoconférence ont aussi été maintenues. Parmi les 132 résidents du bâtiment Vauban de Guyancourt, 2 tiers sont restés sur place. C'est bien plus que lors du premier confinement. Et comme lors du premier confinement, à destination des étudiants, le Secours populaire des Yvelines organise des distributions de sacs alimentaires et de produits de première nécessité. Ce mercredi, 2 distributions avaient lieu au pied des résidences Lamarck et Cassin, c'est à Élancourt. On écoute la secrétaire départementale des Yvelines au micro d'Éléonore Sinoquet. Avec le Crous, on a démarré un partenariat au mois d'avril-mai en fait, pour soutenir les étudiants confinés qui, pour certains, ont des difficultés depuis le confinement, du fait qu'ils n'aient plus leur job étudiant ou qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de retourner chez leur famille. Les retours qu'on a, c'est que les étudiants, ça leur fait quand même un petit souffle d'air d'avoir quand même cette aide-là, même ponctuelle, mais ça leur permet de pouvoir subvenir un minimum à leurs besoins et d'apporter une aide dans leur situation un peu précaire actuellement.
160 étudiants sont aidés actuellement par le Secours populaire des Yvelines pendant cette période du confinement. 177 avaient pu en bénéficier lors du premier au printemps dernier. Avec la crise sanitaire d'ailleurs, certains étudiants se retrouvent seuls et pour les étrangers, pas de possibilité de rentrer chez eux. C'est le cas de Yenner David, étudiant colombien en géographie à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Une rencontre dans le cadre de notre série de portraits que nous vous proposons cette semaine sur TV78. Ce portrait est signé ce soir par Astrid Bergère. Malgré la crise sanitaire, certains étudiants étrangers poursuivent leur cursus en France. C'est le cas de ce Colombien de 28 ans. Il fait des études de géographie et d'aménagement du territoire depuis 3 ans. Honnêtement, c'est assez intéressant. Je trouve très super que les professeurs qui nous donnent des cours sont des experts en général dans la matière qu'ils donnent. Ils donnent de bonnes conférences. Ils font des recherches aussi en même temps, donc ça fait une espèce d'inspiration pour moi et je pense aussi pour mes camarades. Il travaille dans une grande chaîne de restauration rapide en plus de ses études, mais avec la crise sanitaire, il fait moins d'heures. Ponctuellement, il est aidé par le Crous lors de fortes difficultés financières. Le plus dur a été pendant le premier confinement. Le premier confinement, c'était vraiment dur pour moi. Et la question des financières, parce que comme je venais de changer de logement, et j'avais presque rien ici, j'avais pas beaucoup de choses ici dans ce nouveau studio, donc c'était compliqué au début, vraiment compliqué pendant des mois, mais après je me suis en sorti. Moralement, il a réussi à surmonter cette période difficile en se plongeant au maximum dans les études. J'ai vraiment profité de ce temps pour étudier, comme je ne travaillais pas et tout ça. Je l'ai profité et c'est à cause de ça que j'ai pu monter mon 12e année aussi. Il n'a pas vu sa famille depuis plusieurs années. C'est par Internet qu'ils peuvent se parler. La solitude est parfois pesante. En fait, j'ai passé 24 et les 31 vraiment très seul, donc c'était un peu dur. De toute façon, je continue à me communiquer avec eux. De quelque façon, j'appelle ma mère, je vais directement en Colombie pour savoir comment elle va, ma soeur, mon frère et même ma tante. On appelle toute la famille. Aujourd'hui, il a de nombreux amis en France. Avant la crise, il se retrouvait tous les samedis pour faire du foot et partager un repas. Maintenant, c'est par visioconférence qu'il se voit. Ces journées sont désormais rythmées par les cours à distance et les promenades avec son chien, en attendant un retour à la normale. Avant de refermer ce journal du sport et la carte quasi définitive des JO de 2024 de Paris connue, elle a été présentée ce mercredi au bureau du comité d'organisation. Selon les informations de plusieurs de nos confrères, dont l'équipe, l'ensemble des sites yvelinois est confirmé, dont le château de Versailles pour l'organisation des épreuves d'équitation. Le site de La Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher était évoqué en potentiel concurrent. Pour le reste, le golf au golf national de Saint-Quentin en Yvelines, vous voyez le BMX Race à l'île de Loisirs, le VTT sur la colline d'Elancourt et le cyclisme sur piste au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'enceinte saint-quentinoise devrait accueillir aussi l'escrime dans le cadre de l'épreuve de pentathlon moderne. Carte des sites figée et validée définitivement le 17 décembre prochain par le conseil d'administration. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.